Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Actu Hebdo de ce 3 août 2025. Au menu aujourd'hui, la 4e édition du Salon des médias qui s'est tenue cette semaine avec comme thème central les défis de l'information à l'ère des réseaux sociaux. Mais au-delà, il était question de liberté de la presse et de géopolitique. Plus de détails tout à l'heure avec Hamidou Sampi, l'un des organisateurs du salon. Bonjour Monsieur Sampi et bienvenue. Bonjour Monsieur Koné. La deuxième partie de l'émission sera consacrée à un autre salon, précisément le salon malien de l'architecture et de la construction, qui est à sa première édition. L'objectif est de parvenir à des habitats adaptés à nos réalités climatiques, économiques et socio-culturelles. Pour en parler, nous avons avec nous l'architecte Amadou Issa Boré. Bonjour Monsieur Boré et bienvenue. Bonjour Monsieur Koné, bonjour aux téléspectateurs. La 4e édition du Salon des médias s'est ouverte jeudi à Bamako. Journalistes, experts de la communication et des médias étaient réunis pour débattre des défis de l'information à l'ère des réseaux sociaux. Ils ont évoqué aussi des questions de liberté de la presse et de géopolitique, notamment avec la Confédération des États du Sahel. La cérémonie d'ouverture était présidée par le ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration, Alhamdou Ag Ilienne. Suivons le compte-rendu de Youssouf Diakité et on revient sur ce plateau. Pendant 4 jours, temps imparti pour cette 4e édition du Salon des médias, les débats seront essentiellement focalisés sur les défis de l'information à l'ère des réseaux sociaux. Ceci dénote de la problématique de l'intégration de la communication digitale dans notre vie de tous les jours, un phénomène de plus en plus incontournable. Rendez-vous désormais incontournable depuis sa création en 2022. Le Salon des médias est devenu une opportunité pour les professionnels de l'information et de la communication en Afrique de l'Ouest. Ce salon, j'allais dire, votre salon, est un espace de dialogue panafricain aux enjeux contemporains de notre métier sont débattus, partagés et compris ensemble. Les experts se pencheront également sur les thématiques relatives au code pénal et au code de procédure pénale, à la liberté d'expression et surtout aux défis et perspectives de la reconfiguration de l'Afrique de l'Ouest parlant de l'AIS. Faire du Sénégal pays invité d'honneur cette année est le symbole de notre solidarité et de notre fraternité entre deux peuples que tant de liens unissent. Les médias jouent un rôle stratégique dans l'émergence et la transformation de nos nations. Il a souhaité que le Mali et le Sénégal prennent le lead de l'organisation d'une rencontre des maisons de presse d'Afrique. Et il a souhaité que cette rencontre soit abritée par le Mali. Connaissant l'engagement de nos autorités pour une Afrique unie, à travers votre secrétaire général ces jours-là, nous avons donné notre accord. Nous vous demandons de bien vouloir transmettre ce message au président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, pour que le Mali accueille l'Afrique des médias, pour la paix et la stabilité. Le ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration, parrain de cette 4e édition, s'est particulièrement félicité des résultats déjà obtenus et a ensuite fait mention spéciale aux organisateurs pour l'idée. Ce qui n'était au départ qu'un espace de rencontre entre organes nationaux est heureusement devenu aujourd'hui un événement de dimension internationale, accueillant plus de 300 participants, dont une cinquantaine venus de l'étranger, une soixantaine de régions du Mali et une centaine de la capitale, avec plus de 1000 visiteurs attendus chaque jour. Cette réussite bénéficie de l'appui du gouvernement résolument engagé, comme vous le constatez aux côtés de ses organisateurs, parce qu'elle incarne à la fois, et toute la presse incarne à la fois, l'expression de la vitalité démocratique et la reconnaissance du rôle crucial des médias dans la construction de la paix et de la citoyenneté. Dernière étape de la cérémonie d'ouverture, la visite des stands par le ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration, visiblement satisfait de ce qu'il a vu. Monsieur Hamidou Sampi, vous êtes donc l'un des organisateurs de ce salon des médias, un salon qui est à sa 4e édition. C'est devenu donc un rendez-vous incontournable du monde des médias au Mali. Mais quel est son impact réel depuis
que vous organisez ce salon, qu'est-ce que vous avez remarqué? Qu'est-ce que vous avez constaté? Bonjour tout le monde. Bonjour Monsieur Mahamadou Cissé. Mahamadou Koné, autant pour moi. Aujourd'hui, le salon de médias, tout d'abord pour faire une petite historique, est parti de deux jeunes de la presse, journalistes, qui ont voulu créer un forum des professionnels des médias. Et ils m'ont approché, moi, responsable d'agence de communication, pour qu'ensemble nous puissions réfléchir, et surtout, journalistes de base, de créer un espace de communion, d'échange entre hommes de médias. Et très vite, nous avons approché le président de la Maison de la Presse, qui nous a bien volontiers accompagnés pour mettre en place ce salon des médias, cet espace d'échange et de communier, de donner, de recevoir entre hommes de médias. C'était en 2022. C'était déjà en 2022. La première édition. Donc déjà, pratiquement 4e édition, le salon des médias est devenu, qui au départ était un forum d'échange entre hommes de médias maliens, est devenu panafricain. On a eu des pays comme la Guinée, des pays comme le Burkina Faso, jusqu'au Cameroun. Et cette année, le Sénégal est l'invité spécial. Donc c'est déjà un salon qui a impacté le Mali à l'instar de tout le continent, avec les idées, avec le process et avec surtout le professionnalisme que les participants caractérisent de plus en plus. Donc au-delà d'un échange, des échanges entre médias maliens, vous avez pu quand même intégrer d'autres pays africains. Alors, et qui sont aussi des professionnels et avec qui vous pouvez avoir des échanges fructueux. Alors, il faut dire que déjà, le salon des médias est tombé à une période où les médias sont devenus exponentiels. Les médias sont allés sur le digital, les réseaux sociaux. Donc, tout ce qui se passe au Mali est suivi sur tout le continent. Donc, très vite, cet espace de rencontre a intéressé plus d'un. Et les gens ont nourri l'envie de participer à cette rencontre professionnelle où on discute des problèmes, des problématiques du métier qui sont les mêmes sur tout le continent. Donc très vite, d'un salon du Mali, c'est devenu un salon au Mali. Avec les hommes de médias du continent. Et vraiment, c'est devenu aujourd'hui plus africain que malien. Et vous avez choisi comme thème, cette fois-ci, les défis de l'information à l'ère des réseaux sociaux. Et quel est, selon vous, le principal défi aujourd'hui auquel les médias doivent faire face avec l'évolution des réseaux sociaux? C'est d'abord cette capacité de tenir compte de la mutation que connaissent les médias aujourd'hui de par le monde entier. Le mot média a changé de contexte. Les médias classiques, on est devenus médias digitaux. Donc aujourd'hui, prendre en compte cette mutation est une nécessité. C'est même un sacerdoce si jamais les médias classiques ne veulent pas mourir. Donc aujourd'hui, avoir ce thème-là, c'est comme se mettre en phase avec le développement des nouvelles technologies de par le monde entier. Donc il est important et impérieux pour les professionnels des médias d'intégrer cette mutation si jamais le métier ne veut pas mourir. Mais au même moment, les réseaux sociaux créent d'autres problèmes qui ne sont pas forcément du goût des professionnels des médias. Alors, c'est ce que dans le panel on a dit, c'est que aujourd'hui, la mutation a fait que il y a plus d'hommes de médias que nous n'aurions même pas rêvé. Aujourd'hui, tenez-vous bien que, je l'ai dit un peu pour jeter le pavé dans la mare à la première édition, j'ai dit il y a à peu près 5 millions de journalistes et d'hommes de médias maintenant de par le Mali. Parce que hommes de médias, c'est d'abord ceux qui créent du contenu. Passe par un canal pour diffuser. Et vu que le canal a été démocratisé avec les réseaux sociaux, vous avez presque 5 millions de personnes qui peuvent créer un événement. Ils peuvent créer du contenu, diffuser quand ils veulent, où ils veulent et comme ils veulent. Donc, vous l'avez dit, c'est un danger à ciel ouvert. Et comme hier, les médias avaient besoin d'agréments, ils avaient besoin d'accords pour exister. Aujourd'hui, avec un téléphone portable, acheté à 30 000 francs, on peut créer un média. Et c'est les réalités du moment. Donc maintenant, comment est-ce que
il faut canaliser tout ce danger qui guette les médias. Professionnels, non. Exactement. Les médias doivent profiter du développement des réseaux sociaux, mais au même moment, doivent faire en sorte que ces réseaux sociaux ne soient pas un danger pour le public. Alors, il est impératif que l'on intègre que le phénomène réseau social est allé plus vite que même les textes dans notre pays. Donc, donner ce thème à ce salon, c'est permettre aux professionnels, aux non-professionnels, de réfléchir sur les enjeux. Le danger est là, il est perceptible pour tout le monde, qu'on soit professionnel, qu'on soit non professionnel. Même ceux qui utilisent ces réseaux avec la création des contenus ne sont pas outillés. Ils n'ont jamais fait d'école, ils n'ont pas d'expérience. Ils ne savent pas les conséquences des actes posés. Alors comment est-ce qu'on va intégrer, les sensibiliser? C'était un peu un cadre, comme le salon des médias, de les aider à comprendre que, comme je l'ai jadis dit en panel, qu'on a remis un Boeing 747 entre les mains de quelqu'un qui roule un katakatani. Voilà un peu l'enjeu. On parlait de Boeing, ça aurait pu être aussi un Airbus pour éviter la publicité. Ça aurait pu être un Airbus, mais j'ai pris une marque comme ça au volet. Et aujourd'hui, imaginez qu'un conducteur de katakatani se retrouve à la commande d'un avion. Donc là, c'est bonjour les dégâts. Maintenant, nous, professionnels, on s'est dit, est-ce que si on conscientisait et si on faisait comprendre les enjeux à ces acteurs-là, ces nouveaux acteurs qui doivent être intégrés, on peut canaliser, on peut organiser, on peut structurer, mais on ne peut pas arrêter le soleil. Et aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est un mal nécessaire. Donc, il faut organiser et structurer. Et à propos, quel est le constat que vous faites aujourd'hui de l'état de la liberté de la presse au Mali? Alors, aujourd'hui, j'avoue que la presse, aujourd'hui, elle est libre. Elle est libre et les journalistes sont... Avec les conséquences de la liberté aussi. Bon, en fait, la liberté, c'est droit et devoir. Ouais. Vous avez votre liberté qui doit s'arrêter là où commence celle des autres. En période de crise, en période de guerre, on doit faire attention à la liberté d'écrire, de publier, de diffuser, si cela peut atteindre à la vie des citoyens. Si cela peut exposer les soldats sur le front. Donc, la liberté doit être une liberté auto-encadrée. Si on sait que ce qu'on écrit n'arrange pas plus que ce que ça dérange, alors il faudra canaliser soi-même sa liberté de pouvoir informer et donner de l'information qui ne tue pas l'information. Et c'est ce que vous n'arrivez pas pour le moment à contrôler avec les réseaux sociaux. C'est le défi. Ouais, le défi, c'est ça. Et c'est pourquoi on a pris comme thème cette année les médias à l'ère du digital. Et aujourd'hui, c'est tout l'enjeu qu'il y a. Comment est-ce qu'il faut encadrer? Devons-nous aller rapidement vers des textes ou un cadre législatif? Devons-nous nous-mêmes sensibiliser et donner les droits et les devoirs à chaque citoyen? Parce que, là, en résumé, chaque citoyen est devenu un média. Monsieur Bouré, vous êtes un observateur quand même de la vie publique et vous, comment vous voyez le fonctionnement des médias au Mali et surtout à l'ère du numérique ou à l'ère des réseaux sociaux? Merci, M. Koné. Oui, nous sommes observateurs de tout ce qui se passe dans le pays. Des consommateurs aussi. Des consommateurs aussi. Et je pense qu'un véritable défi qui se pose aujourd'hui, c'est la gestion de la communication au niveau du Mali. Parce qu'aujourd'hui, comme il l'a dit, M. Sampi, c'est chaque citoyen, presque, est devenu un communicateur avec le téléphone et les réseaux sociaux. Donc, il est nécessaire, voire impérieux, que rapidement, nous puissions nous mettre à l'œuvre pour trouver les voies et moyens pour contrôler, canaliser toutes ces informations, les synthétiser et tirer ce qui est profitable pour l'ensemble des citoyens. Et je pense que vraiment, la tenue de ce salon des médias est très salutaire parce que ça crée, comme il l'a dit, un cadre d'échange entre les acteurs et les connaisseurs du domaine et nous, les consommateurs, on ne pourrait que bénéficier. Et vous êtes d'avis aussi qu'il y a une liberté de la presse au Mali?
Oui, il y a une liberté de la presse, mais il l'a dit, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les enjeux au Mali, c'est que la situation sécuritaire, les différents défis qui se posent au pays font que cette liberté ne peut pas être aussi, disons, aussi reçue ou bien perceptible, comme si on était dans une période de paix. Voilà. Et justement, à propos de paix, le ministre de la Communication l'a dit dans son intervention, il a parlé du rôle des médias dans la construction de la paix et de la citoyenneté. Et comment voyez-vous vous-même ce rôle que les médias doivent jouer? Aujourd'hui, il est important que quand on parle de médias, on parle de communication. Moi, j'ai la chance d'avoir une double casquette, d'être journaliste et d'être communicant. La communication doit jouer un rôle primordial dans la consolidation ou dans la richesse de la paix. Parce que pour que les gens puissent déposer les armes, il faut qu'ils puissent avoir des motivations de déposer les armes. Et chacun doit pouvoir se faire expliquer par les médias leurs droits et devoirs. Le plus important, c'est que les gens doivent impérativement intégrer que les hommes de médias, les communicateurs en général dans le pays, ont un rôle crucial. C'est même perceptible aujourd'hui par le monde entier. La guerre comme la paix se fait maintenant à travers la communication, à travers les médias. Il faudra qu'on l'intègre. Donc, outiller ces hommes de médias, aujourd'hui, qui ne sont vraiment pas outillés pour cela. Il faut les outiller et en information, et en canalisation, et en appui, et en encadrement, pour que aujourd'hui ces médias qui tirent le diable par la queue, il ne faut pas se voiler la face, parce que quand il y a une crise multidimensionnelle, ça touche tout le monde. Et tout le monde est touché, on l'a évoqué dans le salon. Donc aujourd'hui, les hommes de médias ont plus que jamais leur rôle à jouer pour la paix, parce qu'ils sont au début, au milieu et à la fin de toute entreprise humaine. Quand on ne communique pas, quand on ne parle pas, quand on ne se fait pas comprendre. Parce qu'il y a parler, il y a se faire comprendre. Le rôle des médias, c'est de faire comprendre les messages. Si c'est juste pour donner les formations et que les gens, ils en ont beaucoup. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, il y a une floraison de l'information. L'information est devenue la chose la plus accessible actuellement. Et là, on doit encadrer les professionnels pour que cela soit quelque chose de cadré. Vous voulez dire que votre travail devient encore beaucoup plus sensible en période de paix, parce que vous devez choisir qu'est-ce qu'il faut dire à ce moment précis et qu'est-ce qu'il ne faut pas dire sans pour autant enfreindre à la liberté de la presse. Alors, aujourd'hui, c'est un grand écart. Ouais. Avoir la déontologie, œuvrer pour la paix, avoir des non-dits, parce qu'en fait, tout n'est pas à dire. Il faudra bien qu'on se dise la vérité. Toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Quand on veut construire, même dans notre pays, il y a des choses qu'on peut taire volontairement si ça peut nuire à ce que les hommes se comprennent. Donc le rôle des médias, c'est de marcher sur les œufs. On leur demande d'être des professionnels, on leur demande de faire attention à ce qui doit être dit, mais on leur demande également de s'auto-financer et de s'auto-produire. Il y a également ce pan qu'on va évoquer plus tard. Parce qu'il y a le problème de moyens, vous voulez dire? Le problème de moyens. Ouais. Mais qui doit vous apporter ces moyens? Qui doit vous donner ces moyens? Aujourd'hui, il faut qu'il y ait une part entière des pouvoirs publics vers ces médias. Parce qu'ils font un travail de devoir public. Parce qu'il est important aujourd'hui de savoir que les médias ont un rôle régalien de service public. Alors, qu'ils soient privés et qu'ils soient publics. Au public, il y a un peu de subvention. Mais dans le privé, avec la floraison, avec les crises qu'on connaît, ces médias ne sont pas assistés. Et on ne peut pas demander à quelqu'un de jouer une mission de service public s'il n'a pas les moyens de sa politique. Donc il est important aujourd'hui que les médias aient une assistance, un accompagnement et surtout un cadre qui permet aux entreprises de travailler normalement et de les faire vivre. Parce que ces médias vivent de publicité. Et nous, en tant qu'agence de communication, on sait que les budgets de publicité ont été drastiquement diminués, voire n'existent plus. Donc, c'est un problème assez délicat aujourd'hui qui se pose, mais qui est à analyser avec les professionnels de la communication, les professionnels des médias, pour qu'on trouve une solution de mettre à l'aise ces porte-voix qui doivent s'aimer les graines de la paix. Mais pour résoudre une partie de ces problèmes, de ces difficultés, est-ce qu'il ne serait pas mieux aussi que les professionnels de médias se regroupent
au sein des organes. Parce qu'on sait qu'au Mali, bon, chacun veut être chef quelque part, mais n'aime pas être sous-chef d'un grand quelque chose. Est-ce que ce ne serait pas mieux de faire en sorte que, parce qu'en se regroupant, on pourrait peut-être avoir beaucoup plus de facilité dans la gestion? Alors, c'est un autre problème des médias. C'est que quand on dit liberté de presse, liberté d'expression, on ne peut pas dire aux gens, vous devez vous regrouper obligatoirement. Sans les obliger, ce n'est pas une obligation, mais que les professionnels eux-mêmes se disent, ah, nous avons intérêt à nous regrouper. Alors, s'il y a des volontés d'appui et que les appuis sont liés à ce que les uns et les autres se mettent ensemble pour que l'appui ne soit pas de façon exponentielle, ça c'est une possibilité. Même au-delà de l'appui, en se regroupant, on est beaucoup plus fort. Alors, je pense qu'ils sont forts déjà sous des coupoles comme la Maison de la Presse, comme les organisations fêtières. Ils sont déjà organisés. La presse malienne est plus qu'organisée. Ça, il faut se le dire. Mais tout le problème de la floraison des titres aujourd'hui est une réalité. Mais une réalité qui va s'autoréguler. Parce qu'aujourd'hui, les plus forts, les plus organisés vont s'imposer. Parce que c'est un domaine où il n'y a pas de pitié, il n'y a pas de cadeau. On est bon, on existe. On n'est pas bon, on disparaît. Parce qu'on ne va pas prendre des charges inutiles. Personne ne vous lit, personne ne vous écoute, personne ne vous regarde et rester. Parce qu'on sait qu'il y a des télévisions, des radios ou des journaux qui ont même de la peine à payer les salariés, qui ont même de la peine à donner du contenu, de bon contenu. Alors, je vais porter la casquette de l'agence de communication. Aujourd'hui, il n'y a plus de budget publicitaire. Et s'il n'y a pas de budget publicitaire, on ne va pas demander à un média de vendre l'information. La déontologie interdit qu'on vend l'information. Si on ne vend pas l'information, on a un devoir de service public. Donner l'information sans, en retour, percevoir quelque chose. Parce que dès qu'on perçoit quelque chose, vous êtes un journaliste, vous le savez, la déontologie sort par la fenêtre. Donc, il est impératif qu'il y ait d'autres moyens de financement. Et ça, si la publicité n'existe pas, les budgets de communication n'existent pas, du point de vue de l'État, il n'y a plus de budget de communication. Disons, c'est quasi inexistant, il faut se le dire. Et ça, on peut dire que la crise est passée par là, mais toujours est-il que ces médias-là ont besoin d'appui pour exister. Sinon, demain, il n'y aura pas de médias. Comme vous l'avez dit, la déontologie sort par la fenêtre. Et c'est déjà le cas. Dans certains cas, parce qu'il y en a qui cherchent le buzz, qui cherchent à créer le sensationnel, là où il n'y a pas forcément. Ça, c'est du point de vue des réseaux sociaux. Parce qu'en fait, le buzz, c'est un phénomène sur les réseaux sociaux et un phénomène de non-professionnels. Les professionnels ne cherchent pas le buzz. Les professionnels cherchent à informer. Mais si aujourd'hui, le journaliste ou le journal fait son travail de service public tous les jours, mais qu'au retour, il n'a pas les moyens de payer ses journalistes, n'a pas les moyens de payer son local, n'a pas le moyen de payer le tirage, il est à la merci de n'importe quel esprit malveillant qui viendra financer et se faire publier. La nature a horreur du vide. L'existentiel prendra le pas sur le professionnel. Et c'est dangereux. Ah ben oui, c'est la porte à toutes les dérives. Vous avez parlé aussi de défis et perspectives de la géopolitique. Et je crois que c'est dans le cadre de la Confédération des États du Sahel. Et exactement, et qu'est-ce que vous voulez dire par là? Quel est le défi à ce niveau? Alors, nous avons jugé qu'à 1 an de l'existence de l'Alliance des États du Sahel, qui est la Confédération des 3 pays Mali, Burkina, Niger, il était impératif que le Mali ayant la présidence aujourd'hui de l'Alliance, que les ministres que nous avons jugés stratégiques, tous les départements sont stratégiques, mais les plus stratégiques, on a jugé nécessaire de les appeler autour d'un panel où nous allons pouvoir faire le point de l'état d'évolution de l'AES. Il s'agissait du ministre des Affaires étrangères, son Excellence Abdoulaye Diop, du ministre de la Communication Alhamdou Aguilienne et du ministre de la Jeunesse Abdoul Kassim Fomba. Les 3 ministres étaient venus nous expliquer comment est-ce que la diplomatie dans l'AES fonctionne, comment est-ce que la communication qui est le cheval de bataille de toute organisation qui se crée nouvellement,
Et enfin, la jeunesse qui constitue la pierre angulaire de toute alliance qui veut exister très longtemps. Donc les trois autour d'un panel de haut niveau qui a été vraiment à la hauteur des attentes. Nous tenons à remercier les trois ministres vraiment d'être là et d'avoir même dépassé le timing tellement que c'était intéressant avec la présence des ambassadeurs du Tchad, du Burkina, du Niger qui sont venus renforcer leur volonté d'être de la partie de ce panel qui a vraiment tenu toutes ses promesses. Et nous pouvons dire qu'à ce jour, les médias ont un rôle crucial à jouer dans le déploiement de cette alliance qui peut être bénéfique pour les trois pays. Et au même moment, il faut aussi qu'il y ait une forme de collaboration ou de partenariat entre les médias des trois pays de l'AIS, Mali, Niger, Burkina. Alors, le ministre de la Communication a eu la chance de partager sa vision ou la vision de l'AIS avec les hommes des médias. Les hommes des médias ont leur rôle. Ils doivent même constituer le soubassement de l'Alliance. Parce que c'est eux qui parlent aux populations et c'est eux qui font comprendre les messages par les populations. Mais derrière, il y a même une volonté aujourd'hui de créer un média de l'Alliance qui sera basé à Bamako et qui... la télévision qui sera normalement basée à Bamako, la radio, avec des filiales dans les trois pays. Au Burkina et puis la presse écrite au Niger. Donc le ministre a partagé avec les hommes des médias d'ici, mais surtout du Sénégal, du Burkina, les médias étrangers qui ont été étonnés de voir cette volonté de souveraineté que les trois pays ont. Il y a des préjugés aujourd'hui à travers le continent, à travers les grands médias, mais ces hommes de médias de ces pays invités ont été au front office pour avoir l'information de première heure, comme on le dit, à la source. Et vraiment, ça a été une satisfaction pour ces hommes de médias également. Et les médias publics des trois pays ont déjà une forme de collaboration. Est-ce qu'on peut s'attendre aussi à ce genre de partenariat entre les médias privés maliens, burkinabés et nigériens? Alors, ça existe déjà à travers la presse privée. On ne fait pas de bruit autour, mais il y a des partages d'informations, des images, des publications entre les journaux, des journaux, les radios, les télévisions ou les web TV. Pour la petite histoire, nous avons au niveau de Créacom un média qui s'appelle Mali Online qui partage des images, des informations avec ces pays-là. Ça, c'est sans faire de la publicité. Ouais. D'accord. Et peut-être dernier aspect, peut-être il y a le président de la maison de la presse, Bandjougou Danté, qui a parlé à un moment d'une rencontre des médias, ou en tout cas des maisons de la presse de l'Afrique, une rencontre qui devrait se tenir à Bamako. C'est quoi exactement? Est-ce que c'est déjà un projet qui est déjà bien ficelé ou alors est-ce que c'est juste une idée? Alors, c'est la volonté de deux présidents de maison de la presse, le président de la maison de la presse du Mali, Bandjougou Danté, et le directeur général de la maison de la presse du Sénégal, qui est Sambou Biagui, de créer une espèce de rencontre des DG ou des présidents de maisons de la presse de l'Afrique. C'est ça. Et le DG du Sénégal veut faire porter la première édition de cette rencontre par Bamako si jamais les autorités de notre pays appuient la maison de la presse dans ce sens-là. Il faut dire que le Salon des médias a été également ce cadre-là où le directeur de la maison de la presse du Sénégal est venu avec une délégation de 14 membres, des journalistes, mais surtout le président du Salon des médias d'Afrique qui va se passer à Dakar en octobre, où le président Bandjougou Danté a pris l'engagement d'être là avec une très forte délégation pour aider le Sénégal à organiser cet espace, parce qu'aujourd'hui, il est important que nous, pays du Sud, nous, pays africains, nous nous retrouvons. Parce qu'on n'a plus besoin que des organisations internationales, que les Occidentaux viennent rencontrer ce genre de fora pour la presse dans nos pays, pendant que nous pouvons nous-mêmes nous prendre en charge, nous pouvons nous-mêmes nous intégrer, et surtout que le panafricanisme prenne corps à partir de Bamako, des hommes de médias africains qui vont réfléchir
à une nouvelle Afrique, une Afrique souveraine, une Afrique qui va prendre son destin en main. Et ça passera par les hommes de médias et ça passera par les communicateurs irrémédiablement. Merci bien, Monsieur Sampi. Nous passons à notre deuxième sujet. Il s'agit du premier salon malien de l'architecture et de la construction. SAMAC 2025, architectes, ingénieurs, urbanistes, artisans et autres acteurs se sont retrouvés autour du thème habitat durable, culture et innovation. L'ambition des organisateurs est de valoriser les habitats conçus en tenant compte des réalités locales. Le reportage de Alousseni Touré, on se retrouve juste après avec notre invité. Si le salon malien de l'architecture n'existait pas, il aurait fallu le créer. Fort heureusement, il existe. Le SAMAC a bénéficié de la collaboration des professionnels du secteur et de plusieurs autres partenaires qui ont apporté leur appui multiforme au succès de cette initiative. Le thème du SAMAC traduit son ambition. SAMAC 2025, c'est plus qu'un salon. C'est un espace de dialogue, d'innovation, de transmission et de mobilisation autour d'un enjeu fondamental. Concevoir, bâtir et habiter autrement, dans un contexte de mutation climatique, économique, sociale et culturelle. Le thème est retenu cette année, Habitat durable, culture et innovation, résonne avec l'urgence et la nécessité de repenser notre cadre bâti à l'aune du développement durable. Il nous invite à une introspection collective sur nos pratiques, nos responsabilités et notre capacité à construire un avenir plus résilient, plus inclusif et profondément enraciné dans nos valeurs. L'objectif du SAMAC ne se limite pas uniquement à cette ambition nationale de promotion d'un urbanisme durable, moins cher, mettant l'accent sur les matériaux locaux. Il vise le développement et la construction d'une architecture dont le rayonnement dépasse la sous-région pour toucher l'ensemble du continent. Outre les pays invités d'honneur, que sont le Niger et le Burkina Faso, le SAMAC a enregistré la participation des représentants du Bénin, de la Côte d'Ivoire, du Maroc, de la RDC, du Sénégal et même de Singapour. Il ne s'agit pas pour nous, architectes africains, de copier les modèles venus d'ailleurs, souvent inadaptés à nos réalités climatiques et culturelles. Il s'agit de réinventer une approche architecturale proprement africaine, qui conjugue durabilité environnementale en recourant aux matériaux locaux, aux principes bioclimatiques, à la sobriété énergétique et à la valorisation des écosystèmes. Je pense qu'au-delà d'un salon, il faut avoir la perception que cette rencontre a une dimension panafricaine et dans laquelle je pense que beaucoup de projets et d'ambitions peuvent émerger. Nous avons en tout cas vu beaucoup de diversité suite à la visite des différents stands. J'ai vu beaucoup de potentialités et j'ose espérer qu'à partir de là, à travers les interactions des jours à venir, les gens pourront aussi échanger par rapport aux bonnes pratiques. Le ministre en charge de l'urbanisme a fixé les véritables objectifs du SAMAC sous forme de défis. 3 grands défis nous interpellent. Le défi de l'habitat accessible et digne. Le droit à un logement décent est fondamental. Pourtant, nombre de familles en sont privées. Il est temps de concevoir des habitats économiques, écologiques et enracinés dans les modes de vie locaux. Le défi de l'adaptation aux crises climatiques face à la chaleur extrême, aux inondations, à l'insalubrité, nos constructions doivent épouser le climat, non le défier. L'architecture bioclimatique est déjà présente dans notre patrimoine, doit être réactualisée et généralisée. Le défi culturel et social consiste, c'est aussi exprimer notre identité. Trop souvent, nos villes perdent leur âme, copiées sur des modèles étrangers. Il est temps de reconstruire une architecture qui nous ressemble. Le Salon malien de l'habitat est certes l'œuvre des architectes qui en sont les initiateurs, mais il a bénéficié de la participation active de tous les professionnels du cadre bâti, architectes, ingénieurs, urbanistes, artisans et étudiants, sans compter les partenaires techniques et financiers. Il prendra fin le 3 août prochain. Monsieur Boré, tout d'abord,
Pourquoi un salon de l'architecture et de la construction maintenant au Mali? Vous avez été guidé par quoi? Merci, M. Koné. Je pense que c'est dans la même dynamique que le salon des médias. C'est-à-dire que les défis sont là. Il faut que désormais nous apprenions à prendre conscience de ces défis et à faire face. Et notre ministre de tutelle, le ministre Touré, vient de le dire tout de suite. C'est-à-dire qu'il faut que nous commencions à penser par nous-mêmes face aux défis qui se posent à nos populations. Parce que toutes les activités, que ce soit au niveau des médias, que ce soit au niveau des architectes, d'autres acteurs, c'est que l'objectif, c'est quand même d'accorder, disons, de proposer un mieux vivre à nos populations. Mais quand vous dites réfléchir par vous-même, vous avez toujours réfléchi par vous-même, vous avez toujours eu des idées en tant qu'architecte, par exemple. Oui, on a eu des idées. Ce n'est pas à partir de ce salon que vous allez avoir ces idées-là. Non, nous, on a eu les idées, on a toujours les idées, mais on veut que l'ensemble de la société, parce que l'objectif, il faut savoir que c'est la société, que la société prenne conscience des enjeux et de nos attitudes et de nos manières de faire pour qu'on puisse atteindre l'objectif du bien-être pour nos populations. C'est ça l'essentiel. Donc c'est pour cela que le salon, comme vous avez posé la question, pourquoi ce salon? C'est un salon au cours duquel nous avons voulu que nous comprenions, que nous fassions les recherches sur les défis et que nous trouvions les solutions aux problèmes qui nous sont posés. Et c'est pour cela, il y a des salons qui s'organisent de part et d'autre en Afrique. On fait le tour des salons. On s'est dit quand même que l'occasion est là, les conditions sont réunies peut-être, l'écoute est là pour que l'ensemble des acteurs du domaine bâti puissent se réunir et échanger sur ce qu'on doit faire. Et vous avez pris comme thème habitat durable, culture et innovation. C'est quoi un habitat durable? Un habitat durable, c'est un habitat adapté au climat, adapté à nos manières de faire, parce que rien ne sert de faire des constructions dans lesquelles on va faire appel encore à d'autres génies, c'est-à-dire que faire des dépenses énormes pour pouvoir vivre dedans et souffrir dedans. Donc faire un habitat qui est adapté au climat et aussi qui nous permet vraiment d'économiser sur notre manière de faire. Et vous voulez dire qu'actuellement, nous n'avons pas d'habitat qui répondent à ces conditions-là? Oui, parce que habitants ne répondent pas à parce que comme je vous l'ai dit, c'est-à-dire que c'est dans tous les secteurs, c'est-à-dire qu'on a tendance à vivre comme les autres. Donc soyons nous-mêmes, essayons de vivre avec ce qu'on a et à nous adapter à nos conditions, nos conditions physiques, climatiques, socio-culturelles, ainsi de suite. Mais concrètement, qu'est-ce que vous voulez changer dans le mode de construction, dans le mode d'habitat au Mali? Oui. Les matériaux, est-ce qu'il faut d'abord penser au plan d'abord? Qu'est-ce qu'il faut? Oui, les matériaux existent. Donc, on n'aura pas inventé les matériaux. Les matériaux existent. Il s'agit pour nous de trouver une utilisation juste et vraiment appropriée de ces matériaux. Donc, en fait, comme je l'ai dit, c'est un peu questionner notre manière de faire. Voilà. Mais dans tout ça, les ingénieurs, les architectes, vous avez toujours eu ce rôle d'accompagnement des populations. Mais il y a beaucoup de Maliens qui préfèrent faire leur habitat sans passer par vous, parce que vous êtes peut-être cher. Vous coûtez cher? Oui, c'est un des facteurs. Ouais. Voilà, c'est un des facteurs. Pourquoi vous êtes cher? Pourquoi vous n'essayez pas aussi d'adapter vos honoraires, vos frais aux réalités des Maliens? Oui, je pense que le cher, ce n'est pas un problème d'honoraires. C'est en fait la vision que le Malien lui-même il a de son logement. C'est-à-dire le Malien, il est en train d'aller vers le logement qui coûte cher. Et quand ça coûte cher, il est évident que nous qui sommes les acteurs, ça va aussi jouer sur les coûts des honoraires qui, je vous le dis, c'est souvent par rapport, disons, c'est souvent lié à l'importance de l'investissement. Donc, je pense que tout ça, c'est des problèmes qu'on doit discuter avec les gens et pouvoir vraiment venir
Oui, mais ce que je ne comprends pas, vous dites que les Maliens sont tentés par des habitats chers, pourtant tout le monde veut économiser. Pourquoi vous estimez que les Maliens sont tentés par des habitats chers, par des constructions chères? Oui, parce que je vous prends l'exemple. C'est le choix des matériaux? C'est le choix des matériaux, c'est-à-dire, je vous prends l'exemple. Mais tout le monde utilise... chacun de nous veut faire... Tout le monde utilise ce qu'on voit, là, le ciment, le sable, les graviers. Oui, on peut utiliser le ciment, on peut utiliser le gravier, mais interrogeons-nous pour qu'on n'utilise pas la terre comme on l'a utilisé avant. Pour qu'on n'utilise pas les pierres. Donc c'est un problème qu'on doit résoudre à l'échelle de nous tous, c'est-à-dire population, bénéficiaires, pouvoir public, professionnels du domaine, c'est-à-dire c'est tout le monde qui doit réfléchir à ça pour qu'on puisse adapter, comme je vous ai dit, adapter nos besoins à nos conditions de vie. Parce qu'il y a beaucoup de Maliens qui estiment que la terre, utiliser la terre comme matériau de construction, que ça ne fait pas avancer, et que c'était du bon vieux temps. Oui, c'est vrai, cette perception existe. Sinon, au Mali, il y avait même une usine de briques de terre. De briques cuites, oui. Ouais. Il y en avait. Oui, cette perception. Mais vous-même, vous ne valorisez pas ça, vous ne vulgarisez pas ces matériaux-là. Oui, c'est ça l'importance de ce salon. C'est qu'on se mette à vulgariser ce qu'on a sur place. Ne pas importer, mais vulgariser un peu les produits qui sont disponibles. Et cela, c'est vrai, si on améliore notre manière on a trouvé des manières de faire. Oui, effectivement, si tu dis aux Maliens de faire une maison comme c'était dans le temps, oui, ça ne répondrait pas à ses besoins actuels. Mais si nous, professionnels, nous nous mettons ensemble, nous cherchons les solutions d'amélioration de ces matériaux, je pense qu'on arriverait à satisfaire nos populations et ils adhéreront à tout ce qu'on est en train de faire. Et il semble que ces matériaux permettent aussi d'économiser même de l'électricité, surtout en ces temps de crise énergétique. Oui, c'est-à-dire c'est vrai, c'est-à-dire que ces matériaux, bien sûr, bien utilisés, c'est-à-dire nous permettront effectivement d'économiser sur beaucoup de volets, c'est-à-dire que ce soit sur le volet du confort climatique, parce que c'est un défi majeur qui se pose à nous avec l'ensoleillement énorme qu'on a, et bien sûr qui seront aggravés avec les changements climatiques qui vont arriver. Donc il est nécessaire que rapidement nous puissions trouver les techniques, les innovations pour pouvoir nous adapter à ces phénomènes. Parce que dans la construction d'un habitat, qu'est-ce qui est primordial? Qu'est-ce qui est fondamental selon vous? Est-ce d'abord le plan? Est-ce les matériaux de construction? Est-ce le maçon qui va utiliser? Est-ce la finition? Et je pense que tout devient primordial quand on construit une maison. C'est-à-dire que c'est d'abord savoir ce qu'on veut. C'est très important. Et comment le faire. Donc les plans, la réflexion de l'architecte, le calcul des structures et aussi l'exécution. Et c'est là que nous devons nous interroger, parce que en fait, on tend vers la disparition de nos capacités d'avant, c'est-à-dire la technicité de nos maçons, de nos ouvriers dans le temps. Et regardez les maisons emblématiques comme Djenné, Tombouctou, où c'est quand même des dizaines, voire des centaines d'années que ces maisons existent et ça résiste toujours. Mais ces techniques ne sont plus employées. Donc il va falloir qu'on interpelle l'ensemble des acteurs du bâtiment pour qu'on s'intéresse à ce qu'on avait, à notre histoire, et qu'on puisse de là pouvoir faire des propositions qui sont vraiment avantageuses et efficaces pour nos populations. Et justement, il y en a qui pensent que les maçons ont de la compétence, qu'ils sont ingénieux, et donc on n'a pas besoin d'ingénieurs, on n'a pas besoin d'architectes. Oui, le maçon, l'architecte, l'ingénieur, c'est vraiment une complémentarité. Parce que dans tout ce qu'on fait, c'est quand même, il faut apprendre à faire la recherche, apprendre à interpeller notre expérience et aussi utiliser nos maçons. Donc, je ne pense pas que souvent, utiliser uniquement un pan de cet ensemble serait bien. Il faut les utiliser ensemble. Amir Sampi, qu'est-ce que vous pensez de l'évolution de l'habitat au Mali, des matériaux de construction qu'on utilise actuellement dans notre pays? Alors,
Pour moi, je suis un peu passionné par l'architecture, par tout ce qui est construction, parce que moi j'adore tout ce qui est beau. Alors l'urbanisation galopante de nos villes aujourd'hui n'intègre pas une architecture d'ensemble. Vous allez voir des belles maisons à côté des taudis à côté de détails. Je crois qu'il faut d'abord réfléchir à une architecture globale de nos villes et même de nos campagnes. Parce que si chacun est individuel et que l'ensemble, l'ossature, il n'y a pas une homogénéité, on ne pourra pas trouver une belle ville. Et là, c'est l'État qui a interpellé beaucoup plus. Oui, bien sûr. Les structures publiques. Mais aussi les privés. Parce qu'il y en a qui ont eu l'occasion de faire des cités, hein, mais ils n'ont pas prévu d'architecture bien structurée. Moi, je dirais, sans jeter l'anathème, l'ACI, c'est une catastrophe. Aujourd'hui, les architectes vont te le dire, les urbanistes vont te le dire, parce que il y a un savant dosage entre l'urbanisation, l'architecture et tout ce qu'il y a. Là, c'est un. Et deux, il y a un aspect de l'architecture que j'adore bien, c'est l'architecture d'intérieur. Là, c'est une autre forme d'architecture, l'aménagement des maisons. Les gens peuvent faire des maisons de 200 millions, mais quand on y rentre, c'est pas agréable à vivre. Bon, bref, il a dit un point qui m'interpelle, c'est que le Mali est un pays d'architecture depuis des millénaires. L'architecture soudano-soudanaise, soudano-sahélienne, est quelque chose qui a été exporté partout dans le monde entier, jusqu'au Japon. Et aujourd'hui, comment est-ce qu'il ne faut pas essayer de faire un savant dosage entre modernisme et passé? Cela dit, aujourd'hui, nous avons une nouvelle génération également d'architectes qui sont rentrés, qui ont fait des études avec les anciens. Ils se sont réadaptés, ils ont plus de capacité de communication avec les constructeurs. Quelqu'un qui a son argent devient un roi. Maintenant, il veut que sa maison soit son rêve. Mais l'architecte doit pouvoir être plus convaincant de lui dire la frontière entre l'utile, l'agréable, et le propriétaire de maison peut avoir une ambition d'avoir une belle maison, maintenant, mais sans tenir compte de l'idée de l'architecte. En fait, souvent, parce qu'ils disent, bon, non, l'architecte veut ça, mais moi, je trouve que ça, c'est plus beau. On était partisans de l'amas de béton au Mali avant. Les gens faisaient des 200 millions, 300 millions de maisons, mais que du béton. Il n'y a pas de respiration, il n'y a rien. Bon, maintenant, aujourd'hui, c'est vraiment cette capacité de communication avec ceux qui construisent leur maison. Parce qu'en réalité, l'architecture... Parce qu'il faut savoir convaincre aussi le propriétaire. En fait, c'est une question d'évolution mentale également. La nouvelle génération de jeunes qui construisent maintenant, ils ont voyagé, ils ont vu ailleurs. Avant, c'était le copier-coller. Bon, maintenant, aujourd'hui, je crois qu'il est important d'avoir ce qu'on appelle une pédagogie, même à l'échelle nationale, de l'utilité de l'architecte dans la construction. Les gens, hier, n'avaient pas besoin d'architecte, ils se disaient on n'a pas besoin. Mais la plupart des problèmes de maisons aujourd'hui, c'est le manque d'architecture. Donc, c'est dire qu'on ne peut pas aller chez le médecin et demander à se faire soigner sans faire d'analyse. Et eux, ils présentaient la charpente, maintenant le reste est exécuté. Mais M. Bourré, vous conviendrez quand même vous avez souvent des difficultés pour convaincre certains de vos partenaires qui construisent. Oui, effectivement, M. Sampi l'a dit, c'est-à-dire que le problème, c'est-à-dire faire connaître même l'architecture, l'importance de l'architecture dans la chaîne de construction, ça c'est très important. Et c'est cette communication que le salon essaye de faire avec le grand public, avec les professionnels du bâtiment, pour qu'on mutualise nos efforts et qu'on puisse rapidement trouver les problèmes qui se posent au niveau de nos villes. Parce que, comme il a dit, c'est-à-dire qu'il y a des problèmes urbains qui sont souvent dus, comme on l'a dit, au changement climatique. La thématique que vous venez de dire, l'idée du salon, c'est un peu faire le répertoire de tout ce qu'on a comme difficulté, comme problème. Essayer de trouver les voies et moyens. Si c'est législatif, que le politique puisse prendre sa responsabilité de législateur, que les professionnels puissent prendre leur responsabilité d'appliquer la technique, les règles au niveau de nos bâtiments, pour, comme je vous ai dit, la finalité, c'est le bien-être de nos populations. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi le fait que les architectes ou les ingénieurs, de façon générale, ont failli aussi quelque part? Parce que quand on prend les cas, il a parlé de l'ACI, mais je pense que le plan, certainement, a été fait par des spécialistes.
C'est ce que je vous ai dit. C'est-à-dire que, en fait, quand tu regardes dans tous les domaines d'intervention, disons, dans tous les domaines économiques au niveau de notre pays, c'est-à-dire cet échec, on peut le voir partout. C'est dû au fait qu'il n'y a pas une concertation entre le politique, les acteurs sur le terrain, les professionnels et les bénéficiaires qui sont nos populations. Et il va falloir que rapidement, vu le contexte dans lequel on est dans un système de refondation de notre société, que rapidement on puisse aller sur cette triptyque. C'est-à-dire qu'on mutualise nos efforts, qu'on se fasse connaître les uns et les autres. Les décisions politiques se prennent souvent sans que les gens à qui ça s'applique puissent participer. Donc les architectes interviennent souvent sans que les populations elles-mêmes disent leur point de vue par rapport aux différents aspects. Donc il va falloir qu'on se retrouve, et le salon a créé cet espace pour qu'on se retrouve, qu'on en discute. Et c'est pour cela que nous avons quand même voulu bénéficier de l'expertise de l'ensemble, disons, de nos confrères, de la sous-région, de l'Afrique. Vous voyez, au niveau du salon, rien que dans la dynamique AES actuellement, c'est un salon qui nous a donné satisfaction parce que quand même, nous avons eu la présence de l'ensemble des ministres de l'espace AES, chargés de l'urbanisme et de la construction, qui sont venus nous accompagner dans ce salon. En plus de cela, l'ensemble disons, les professionnels venus des différents pays limitrophes qui partagent les mêmes espaces, les mêmes difficultés, les mêmes défis que nous, ils ont été aussi avec nous. Au-delà, c'est aussi une invitation qui a été lancée à l'ensemble de l'Afrique. Comme il l'a dit, il faut que l'Afrique apprenne à mutualiser les efforts pour faire face aux différents défis qui se posent. Et les défis aujourd'hui sont immenses. Et nous ne saurons trouver les solutions sans passer par nos propres capacités internes au niveau des pays. Et surtout, il y a des inondations qui passent partout à travers le monde. Au Mali, particulièrement l'année passée, il y a eu beaucoup d'inondations. Et c'est souvent à cause des problèmes d'urbanisation. Oui, parfaitement. Vous savez, le changement climatique, on a débattu. C'est un sujet qu'on a débattu au niveau du salon. C'est-à-dire que changement climatique, la résilience de la population face au changement climatique, la gestion urbaine de nos villes face au changement climatique, c'est des défis majeurs qui sont là dans le pays. Tant que on ne nous concerte pas entre politiques, professionnels et bénéficiaires, c'est-à-dire nos populations, intégrons nos populations dans notre dynamique de vouloir bien faire. Et c'est très important. C'est-à-dire que, vous voyez, chaque fois qu'on prend des décisions, qu'on essaye même d'améliorer un peu le cadre de vie, si les populations ne sont pas associées, c'est qu'il y a un désintérêt. C'est-à-dire certaines choses ne demandent pas de financement extérieur. Certaines choses, il suffit que nous interpellons la capacité, la résilience de nos populations pour pouvoir trouver la solution à certains des problèmes qui se posent à nous. Et je vous dis, le changement climatique aujourd'hui, c'est un phénomène énorme. Nous ne sommes pas les responsables du changement climatique, nous, Africains. Oui. Mais cependant, c'est nous qui faut savoir s'adapter les plus grosses conséquences. Il faut savoir s'adapter. Donc, il faut qu'on s'adapte. Ouais. Et c'est ça la résilience. Ouais. Il faut c'est comme quelqu'un qui fait face à un choc. D'accord. Pour que tu sois résilient, il faut d'abord que tu puisses t'adapter, trouver les outils pour faire face au choc et mener les actions utiles pour te rétablir. Voilà un peu la résilience. Elle est au niveau économique, elle est au niveau des médias, elle est au niveau politique, elle doit être aussi au niveau urbain et plus au niveau urbain. Et c'était le premier salon. Le prochain salon, c'est dans 2 ans, 5 ans? Et c'est le premier salon je pense, on n'a pas encore fixé la périodicité du salon, mais on verra avec les autorités nationales parce qu'il faut reconnaître que... Vous voulez l'étendre aussi quand même au reste de l'Afrique peut-être? Non? Oui, le reste de l'Afrique, il y a des salons un peu partout en Afrique, mais c'est ce que j'ai dit, c'est-à-dire que appeler les uns et les autres dans nos différents pays, échanger, ça permet d'améliorer quand même notre perception de beaucoup de phénomènes. Et je pense que là, il faut saluer vraiment l'apport que les autorités nationales nous ont apporté, parce qu'il a fallu qu'il y ait cette volonté
d'écouter, politique d'écouter tout le monde. Et c'est ce qui a amené que pratiquement le salon a été co-organisé, et disons organisé par l'ordre des architectes, mais avec l'aval et l'appui du ministère de tutelle. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit vraiment saluer. Merci beaucoup, M. Boré. Merci beaucoup, M. Sampi. On est pris par le temps. C'est la fin de cette émission. Je vous remercie de l'avoir suivi. Tout de suite, le journal de 13h avec Bemba Sibi. Excellent après-midi à toutes et à tous. Au revoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup.